Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec des invités exceptionnels pour bien démarrer à la fois cette semaine, parce que c'est le début de la semaine, on est content de démarrer cette semaine, mais aussi le mois de février. Ça va être un chouette mois, il va se passer plein de choses. Avec moi ce matin, nous avons Karl Brière. Bonjour Karl. Salut Martin, ça va bien? Ça va très très bien. Et puis au bout de la table, nous avons Gaëtan Bojano. Bonjour et Gaëtan. Et Rachel. Salut Rachel. Bonjour tout le monde, et le mois de février c'est chouette à cause des crêpes. À cause des crêpes et à cause du petit événement qu'on organise à la fin du mois, tu sais là. Le Festival international des jeux de Cannes, nous y serons, on aura l'occasion de vous en reparler, il y aura un stand à vente de jeux évidemment. J'ai pas allumé tous les micros, on me dit, oh là là, faut que vous redisiez un bonjour collectif. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, février, le mois des crêpes. Voilà. Ils vous ont entendu mais de très loin, ils ont entendu un écho des gens qui parlent. On a pensé à tout, sauf au micro, on oublie toujours quelque chose en démarrage de ces émissions. Dans cette matinale, on va vous parler un petit fil rouge cette semaine. Vous le savez, c'est les Jeux Olympiques aussi qui démarrent. C'est un mois super. Donc on va en profiter, on va regarder les jeux de société en fil rouge qui parlent des sports d'hiver tout au long de la semaine. Ça sera assez rigolo. Ensuite, on enchaînera avec évidemment, alors c'est un peu mélangé. J'ai mis le menu en bas, mais je vous spoil la suite de cette émission. Je ne vais pas mettre à jour le menu comme il faut au bon moment, parce qu'on va parler en mélangeant un peu de Synapse Games, de Forge Next, de tous tes projets, Gaëtan, parce que Forge Next, en fait, il n'y a pas que ça. Oui, un peu Instaplay. Instaplay, évidemment, on va parler d'Instaplay. Également, des jeux de 2025, parce que vous regardez ces émissions, c'est pour en entendre parler également, notamment les jeux Synapse, parce que tu as quelques chouettes jeux qui arrivent. Quelques chouettes jeux, oui. On est très contents, et avec des auteurs aussi bien connus. Donc, ça a été une belle année, une belle sélection. On a bien travaillé l'année dernière. Et dans la deuxième partie de cette matinale, on fera les sorties de la semaine avec toi Rachel, donc on fera une petite coupure entre les deux, on respirera, on soufflera, et puis on se relancera dans les sorties de la semaine juste après. Tu levais la main Rachel? Ah, je levais la main parce que t'as dit les sorties de 2025 de Synapse. Les sorties de 2026. Ah, j'ai marqué 2025 dans le menu. Je vois que j'ai mis 2025. On peut parler des sorties de 2025 si tu veux, mais je pense que les gens à la maison préféreraient celle de 2026. J'ai tenu tout le mois de janvier en respectant la bonne année, et là, voilà. Ça va me stresser pendant toute cette émission. C'est pas grave. Allez, c'est parti, on se lance dans cette matinale et on va commencer, juste avant de vous donner la parole et de m'intéresser évidemment à nos invités. Quand même, c'est l'événement majeur de ce mois de février, après le Festival des Jeux de Cannes. C'est les Jeux Olympiques. On va avoir les Jeux Olympiques, à Milano, Cortina, c'est l'événement. Et donc je me suis dit, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil. Et c'est vrai que si vous êtes auteur de jeux, je vous invite quand même à jeter un petit coup d'œil sur cette thématique-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, de manière générale, sur les jeux sur le sport, il y a très peu de jeux. Oui. Mais alors sur les sports d'hiver... Je me suis demandé vraiment ce que tu avais trouvé. Le ski, le jeu du triathlon, je spoil, mais je vois Alors, ça. le curling pourrait très bien se faire avec des Ça existe. Ça existe en jeu de plastique. plastique. Ouais, alors, la neige. Mais j'ai envie de vous parler de choses qui m'intéressent aussi. Donc, on est parti sur la neige et pas forcément sur des sports olympiques. Et on commence avec l'alpinisme ce matin parce qu'un des meilleurs jeux d'hiver... le jeu de rebelle. C'est le jeu de rebelle, c'est K2, effectivement. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeu sur le chat? Parce qu'il est toujours disponible, c'est un jeu qui date de 2012, donc il est maintenant 14 ans, ça commence à faire un peu. Et ce jeu est toujours en boutique, il y a encore moyen de l'acheter. C'est un jeu qui vous invite à gravir le K2. Alors, si vous ne connaissez pas le K2, il a un autre nom, le K2. Je vais pas l'avoir, si mon cher est dans le chat, il va me tuer. C'est le deuxième plus haut. C'est le deuxième plus haut. K2, ça représente les sommets. Le K1, c'est l'Everest. Le K2, donc c'est le deuxième sommet. C'est pas l'Annapurna? Il y a un Annapurna qui vient, mais je crois pas, non. Je crois pas que ça soit l'Annapurna. Est-ce que je l'ai noté sur ma feuille? En plus, K2, c'est pas le... C'est qui fait C'est aussi un livre de Jiro Taniguchi, non? Alors, non, c'est le sommet des dieux de Jiro Taniguchi. Oui, mais il y a le sommet des dieux, mais je crois qu'il a aussi un truc qui s'appelle K2 aussi. Oui, en un seul tome. Le sommet des dieux, c'est en 4 tomes, le K2 c'est en un seul, tu as raison. Parce qu'il y a plein d'histoires sur le K2, vu que c'est paraît-il, l'ascension est la plus complexe. C'est pour ça que j'ai hésité à le faire. Moi, ça dépend sur quelle je me suis dit non, je ne veux pas faire le K2, je vais monter la montagne juste à côté d'Amatévésigneux, c'est bien le village du chalet, ça suffit, c'est pas la peine de se lancer là-dedans. Alors c'est un jeu un peu sportif quand même, parce que l'exploit sportif est au cœur de ce jeu. On doit faire l'ascension de cette montagne. Je vous ai montré un peu le matériel là, qui est juste en dessous. Vous voyez, là, vous avez c'est Can't Stop.
avec différentes zones. Il y a un peu de Can't Stop d'une certaine manière, ou de Deep Sea Adventure, tu sais, ce jeu dans lequel on part sous l'eau et attention, il faut remonter à la surface parce qu'on risque de manquer d'oxygène. C'est le cas aussi pour le K2, dans la mesure où si vous montez trop haut, si vous ne faites pas des pauses au bon moment pour recharger un peu les batteries, vous risquez la mort, tout simplement. Et ça arrive beaucoup, hein. C'est une personne sur 4 à l'époque, en tout cas du jeu, une personne sur 4 qui montait cette montagne, qui n'en survivait pas. C'est énorme, 1 sur 4. Ouais, mais à cette époque-là, en fait, c'est une information qui mais aujourd'hui, j'en sais rien. Est-ce que les gens grimpent le K2 ? Tout le monde grimpe l'Everest, mais est-ce qu'ils se lancent il y a dans encore celle-ci ? des morts sur l'Everest. Ouais. Donc c'est un jeu de survie, d'une certaine manière, de gestion de main, et qui est plutôt très très chouette. Je vous le conseille, je commence par une matinale dans laquelle je conseille un jeu. On va découvrir des choses plus originales dans les prochaines. On va continuer à explorer les jeux qui nous emmènent dans des contrées froides, et avec des montagnes autour. Demain, je vous emmènerai... On va faire un peu du chien de traîneau demain. Je C'est crois quelque que chose qui va être retiré, ouais. 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 C'est la nouvelle édition. Voilà, exactement. D'ailleurs, ça fait partie des jeux. Regardez ça, c'est pas une carte qui existe. Celle-ci, c'est l'Annapurna. Et c'est pas une carte qui existe, c'est une carte fan-made. C'est le genre de jeu où les gens construisent leur propre truc. J'ai trouvé ça sur BGG. Et il y a plusieurs extensions sur K2. Puisque, tiens, je vais actualiser parce que j'ai dû en rajouter après. J'ai vu que récemment, en 2018, c'est récent 2018, il y a eu l'extension Lots et j'ai jamais joué à celui-ci. Mais moi, j'ai jamais joué à ce jeu-là. Troisième extension. On l'a au chalet. Et je suis sûr que mon chéri va vouloir y jouer. Absolument. Mais c'est chouette, c'est un C'est bon jeu. mais c'est ce qui a lancé un peu Rebelle aussi. Hein. Oui. Quand on voit la taille de ce qui est devenu Rebelle, on va depuis racheter par Asmo, mais... Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une édition française ? Parce que je n'ai pas trouvé. À l'époque, moi je me Il souviens est de disponible en français, mais noté Rebelle. Ouais, mais je me demande... Ouais, pour moi, oui, parce que je me souviens de discussions dans des restaurants à Cannes il y a plus de 10 ans. Il y avait Alfredo Genovese, Italie, avec BlackRock qui ont discuté. Je sais pas si c'est... Je me demande si c'est pas eux qui l'avaient localisé. Pas certainement du tout. Ça fait longtemps. Et c'est un jeu qui a été sélectionné au Kennerspiel en 2012. Il a eu le droit à sa sélection, donc ça prouve quand même 2012. C'était la deuxième année du Kennerspiel, si ma mémoire est bonne. Il avait été lancé avec Seven Wonders, qu'il avait emporté en 2011. Et cette année-là, j'ai pas retenu. Ah, il est préparé, mais jusqu'à un certain point, faut pas déconner quand même. C'est pour que les gens ils aient envie de chercher. Ouais. Ouais. Du biathlon, on nous dit, ouais, il y a des jeux, il y en a plusieurs sur le biathlon. Spoiler, il n'y en a pas vraiment de bons, mais bon. Le rêve de Martin. Un bon jeu sur le biathlon. Non. Pourquoi ce serait mon rêve ? Je rêve d'autres trucs, hein, je vais te dire, franchement. Bon, on continuera donc demain à vous parler de jeux de société sur ce thème-là tout au long de la semaine jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver le 6 février 2026. Je ne fais plus d'émission après, je regarde les JO d'hiver. Tu me diras à 8h, ça va pas commencer, c'est bon. Il faut aller le biathlon, puis voilà, ça suffit. C'est trop bien le biathlon. Alors, le programme de cette semaine, Rachel, on reçoit plein de monde. Est-ce que tu es capable de le faire de tête ? Oui, je peux le faire de tête, mais je risque d'oublier des prénoms. Ok, je regarde en même temps. On reçoit dès ce soir et tout le monde jusqu'à mercredi matin, on reçoit l'équipe de BlackRock qui viennent nous parler de leur future localisation. On reçoit Banquise Édition pour nous parler de leur prochain jeu avec très cool. Pinault. On reçoit ensuite Maël Luison et Elena chez BlackRock. Oui, on reçoit Kodama, donc anciennement Lumberjack, pour nous parler de petit théâtre avec Antoine les Roffet, deux auteurs, Antoine Roffet, avec les deux auteurs, Quentin Guidotti et Germain Windsor-Shark. Non, Grisha Germain, non. Ah oui, et son illustrateur Olivier Desrueto. On reçoit en fin de semaine. Elle m'a marqué Germain Windsor-Shark, donc moi je lis ce qui est écrit, mais... Ah, je suis quasiment sûr que c'est Grisha Germain. Oui, parce que Germain Windsor-Shark, c'est plutôt le jeu de dessin. Oui, mais qui ne sera pas... Il vient pas là. Ensuite, on reçoit en fin de semaine Haut les Mains pour nous parler de leur prochain jeu Vision avec Bruno Catala. Et enfin, on reçoit aussi Déborah de Tiki Édition. Donc pour Vision. Oui. Et donc Déborah de Tiki Édition pour nous parler de leur prochain jeu qui est Archipel. Et Michel Jonas, non, c'était pas cette semaine ? Non, c'est la semaine prochaine, Martin. Ok. Voilà pour le programme de cette semaine. Et en février, il va se passer plein de choses. De manière générale, on en reparlera évidemment. Tous les événements qui ont lieu en février. Aline nous a préparé quelques visuels aussi sur le mois de février au chalet.
en nous mettant un petit décor du festival de Cannes. Donc Synapse, Gaëtan, BlackRock, Kodama, mais il y aura aussi du Bruno Catala, du Olema, on l'a dit, du Explorer, du Anne Levé, et puis évidemment plein de choses. Après on fera une petite pause juste avant Cannes, une semaine de pause pour essayer de se préparer. Et puis on vous retrouvera là-bas évidemment avec les annonces des sabliers d'or. Là on est en train de boucler notre sélection, de réfléchir au dernier jeu qu'on sélectionne pour les sabliers d'or. Hop, ça sera c'est un mois qui est très très chargé. C'est la course pour tout le monde. C'est la course pour vous? C'est la course pour nous. Déjà, je suis ici, transatlantique. Ouais. Combien de temps? T'es arrivé quand? Je suis arrivé là une semaine environ. Il y avait un salon en Allemagne juste avant qu'on présentait justement aux distributeurs nos sorties de l'année et même début 2027. Puis là, après ça, j'ai fait un road trip avec Gaëtan, avec le camion, jusqu'au chalet. On est sur la route. On est sur la route. On voit des paysages. C'est ça. Et après ça, je retourne au Québec pour revenir à la fin du mois pour Cannes. Ça en fait des trajets. Ça fait beaucoup de trajets. Il y a beaucoup de trajets à faire comme ça quand on est un éditeur. Alors, c'est une maison d'édition qui compte pour nous, hein, Synapse Games. On est attaché à cette maison d'édition. On vous présente régulièrement les jeux. Merci d'ailleurs pour votre confiance, parce qu'on a souvent l'occasion de vous les montrer en vidéo, ces jeux-là. Mais c'est pas une grosse équipe, d'après ce que j'ai compris. Vous n'êtes pas très nombreux. Non, on était 4 jusqu'à récemment. Au mois de novembre, on a embauché une 5e personne. Donc, il y a beaucoup de boulot, mais c'est bien structuré. Ouais. Je viens d'un domaine avant ma vie de jeu de société, tout était très structuré, donc ça aide dans le planning. C'est vraiment un casse-tête quand on a une petite équipe pour savoir réussir à organiser l'équipe et sortir régulièrement des jeux, parce que vous avez quand même quelques sorties chaque année pour 4 personnes. C'est impressionnant, moi je trouve. On a environ 4 sorties par année. C'est beaucoup, et puis des créations en plus. Hein, donc, oui, on a beaucoup de créations. En fait, la majorité, c'est des créations. Ouais. Oui, je suis en train de réfléchir là. Évidemment, les jeux Synapse, vous les connaissez. On peut citer. Pyramido, il y a eu l'année Yokohama, dernière. Pyramido, il y a eu du Rallyman, il y a eu Rallyman, Quator au évidemment. début. On a quand même un éventail relativement large qui part de Crazy Tower, un jeu de dextérité et tout ça, à du Yokohama, qu'on est plus dans le jeu expert. Mais notre principale catégorie, c'est l'entre-deux, là, l'intermédiaire, le casual gamer. Alors moi j'ai envie d'être. Je n'ai jamais fait moi le Nuremberg. J'ai jamais été dans le nord de l'Allemagne. C'est le nord de l'Allemagne, hein, Nuremberg. C'est pas tellement le nord. J'aurais tendance à dire c'est le centre-est. Le centre-est de l'Allemagne. Bavière, okay. quoi. Oui, de la Bavière. Il y a de la bonne bière. Ouais. Pas la bière belge, mais oui, on va dire oui. Moi, j'aime bien. Il y avait de la neige? Cette parle année, pas. oui. Mais tu sais, pour moi, je suis arrivé. Il faut savoir qu'il y a eu 7 ou 8 cm de neige. Ah là là, Non, on dirait. un peu plus que ça. Mais il faut savoir que moi, en quittant chez moi, il faisait moins 32. Oui, c'est Là, il y a déjà il y a deux réactions. Ici, ça fait « Ah oui, moins 32 », mais chez nous, il dit « Oui, mais le lendemain, il annonçait moins 38 et on a reçu 20 cm de neige il y a quelques jours. » Nous, on a juste planté le camion quand même. Hein. Dans la neige, il a pas bougé pour 3 jours. On espérait qu'il soit toujours au même endroit au bout de 3 jours. C'était parfait. Combien de temps ça dure Nuremberg? Parce que j'ai jamais fait la route. Tu l'as fait toi, Rachel? Non, j'ai jamais fait Nuremberg. Et Tani, tu vois, je me suis fait la réflexion que c'est un festival qui me faisait le plus envie parce que... Un salon. Oui, un salon. Parce que des allées moins remplies, dans un cadre un peu plus professionnel, toute l'abondance des jeux et une vision du marché un peu plus internationale. Ouais. Du jouet. Oui. Et du jouet. Enfin, moi, le jeu, je crois pas que ça... Alors, c'est presque ce qui m'intéresse le plus, le jouet. Quand t'arrives dans des très très gros halls, ça fait rêver. Moi, je suis pas un méga fan de Lego. Par contre, faire la visite du stand de Lego, avec la présentation et tout, c'est impressionnant. Là. Ça donne le goût. Là. Il y a vraiment un truc. Le hall des traits miniatures et tout ça. C'est ça. Il y a vraiment des trucs. Des voitures miniatures, des drones, alors, des trucs aussi délirants. Ah oui, tout ce qui complètement. Tout ce qui est déguisement, déguisement ridicule. Moi, je propose qu'on fasse Nuremberg l'année prochaine. Moi, je me spécialise dans le jeu de société, puis on envoie Martin voir les Lego, les voitures. En fait, c'est par curiosité. Moi, je suis curieux de base, de tout. Il y aura un salon de la bouffe, j'irai faire un tour au salon de la bouffe. Je suis curieux de voir les choses. Alors, de la bouffe allemande, j'irai pas, perso. Mais... Non, ce serait pas en Allemagne. Ça serait au nord de l'Italie. Moi, j'aime beaucoup le pain noir.
Ouais. Donc je sais pas de jouer, il y a très peu de jouets ici, on fait pas de collection de ça ni quoi que ce soit. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai vue ce week-end sur la collection de Davy Mourier, impressionnante sur, je sais plus sur quelle chaîne, mais sur YouTube vous allez retrouver ça. Quelqu'un de nos âges qui collectionne tous les petits jouets de son enfance, en fait, de l'époque de son enfance, mais derrière il a tout racheté étant adulte et se balader chez lui, dans sa maison, chercher ça, c'est hallucinant. Il y a vraiment des addicts de ça et je suis curieux moi de découvrir ce genre de choses. Je connais pas bien et là-dessus ça me plairait de voir ça. J'ai fait des salons un peu approchants quand je travaillais en papeterie, on faisait des salons juste pour le cadeau, pour s'achalander, pour Noël et tout ça. Il n'y avait pas des grands stands Lego, c'était pas des halls complets, mais j'ai une vision un peu de parfois de certaines collections un peu saisonnières du jouet. Donc bon bah voilà, on fera peut-être ça à l'occasion, on pourra voir. Ça dure longtemps ce salon? Trop. Comme dans plusieurs salons, la dernière journée est trop. C'est ça. Mais ça dure environ 4-5 jours. Ça commence en fait le mardi et ça se termine le samedi. Ouais. Donc en fait, il y a 1 ou 2 journées de trop, effectivement. Ouais. Oui, quand on dit trop, parce qu'il y a vraiment moins de monde et moins de rendez-vous, quoi. Mais c'est mieux qu'avant. Parce qu'avant, il y avait les 2 journées du week-end. Et là, ça faisait vraiment un trou beaucoup plus prononcé pendant le week-end. Et puis si tu te barres un peu avant, t'as plus de temps de l'année suivante, tu te fais tailler. Donc faut y aller mollo. On nous dit que c'est sur la chaîne Ici Japon, je crois pas. Je crois que j'ai vu sur une autre chaîne qui a un autre nom. Donc si ça me revient, je vous le dirai, mais c'est pas ça que j'ai vu. Donc voilà, vous avez présenté donc pas mal de jeux. Quand je dis je te corrigeais, parce que j'aime bien te corriger, Rachel, c'est n'importe quoi. C'est parce que entre festival et salon, c'est parce que c'est vraiment ouvert aux professionnels. Il n'y a pas de public sur. Non, c'est ça. En fin de journée, tu sais, ils ouvrent à 17h, là, les samedis où tout le monde peut acheter des trucs à pas cher. Oui. Ah, il y a des ventes. Mais t'as quand même... Pour dégager les stands, en fait. Oui, puis t'as beaucoup de boutiques qui vont passer ou de services de garde, des choses comme ça, donc qui vont pouvoir se servir après dans leurs activités de la vie de tous les jours, dans leur travail. Là. Mais c'est plutôt à la fin, en fait. Ouais. Ça permet de dégager... T'as aussi une journée pour les auteurs. Tu sais, il y a une espèce de gros hall que les auteurs qui ont des tables peuvent présenter leurs prototypes. Donc, comme t'as énormément d'éditeurs et de distributeurs, c'est une très belle vitrine pour eux. Alors, c'est plus pour la vision globale. Oui. Ah, mais ça vaut le coup. C'est sur la chaîne Odyssée, me dit-on. Et là, c'est la bonne chaîne. Donc, je sais pas si je peux retrouver ça. Bon, vous regarderez sur la chaîne Odyssée la description de l'appartement de Davy Mourier. C'est très, très impressionnant. Bon, là, je sais pas chercher, je dois pas être sur la bonne. C'est pas le sujet de cette matinale. Tu sais, c'est que t'as un truc en tête, t'as envie d'aller voir, en général, t'as du mal à reprendre ton film parce que t'as envie de montrer des choses aux gens, mais vous regarderez par vous-même. On va vous parler donc de Synapse. Il y a quand même pas mal de jeux qui... tu les as cachés. J'en ai apporté 3. Oui, t'en as apporté 3. Déjà, un petit mot, on va se connecter sur le site sur ceux qui sont sortis l'année dernière, parce que c'est bien aussi de revenir... Alors, les sorties, on fera ça après. Hop. Sur les jeux Synapse, on a eu quelques sorties qui nous ont marqué, qu'on a présentées. Alors l'année dernière, c'était l'année de Yokohama Duel. Oui, Yokohama Duel qui est sorti au mois de septembre. Ouais. Donc, tu as fait une vidéo. Donc, on est dans un univers Yokohama, 2 joueurs, environ 45 minutes. Il y a quand même beaucoup de matériel dans la boîte et une belle complexité de jeu de 2 joueurs avec une grosse rejouabilité. Donc, ça a été un des jeux que j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Mais avant que je le signe, je le connaissais pas, j'avais jamais joué et j'ai adoré parce qu'il est très rapide à installer, très rapide à jouer, donc c'est vraiment contrairement à son grand frère Yokohama qui est beaucoup plus long, il faut vraiment se poser. Lui, on peut le sortir un jeudi soir après le dîner sans problème. Surtout qu'on joue à 2 en réalité, oui, donc ça réduit le temps d'attente. C'est vrai que Yokohama, la grosse boîte, on a tendance à se dire bon, je vais jouer à 3 ou 4 joueurs et forcément c'est pas le même temps qu'on va passer autour de la table. Mais ça, on a travaillé beaucoup au niveau de l'ergonomie pour justement accélérer la mise en place, de rendre ça beaucoup plus fluide et tout ça. Donc ça, on est vraiment content du résultat final parce que ça remplit bien dans le fond ce qu'on voulait atteindre. C'est un jeu qui a eu plusieurs vies puisqu'il est sorti chez Okazu, l'éditeur d'origine japonais, dans une boîte très différente en réalité. C'était une boîte allongée, plus rectangulaire, oui, exactement. Donc plus rectangulaire, en fait, qui a été faite après ça par TMG, studio américain.
Et c'est là qu'après la fermeture de TMG, en fait, l'auteur a repris ses droits et tout ça. On a travaillé justement avec Gaëtan Forgenex pour la gamme, parce que oui, on est dans la vague des jeux de joueurs, mais ce jeu-là existait déjà avant cette vague-là. Et dans la promesse de dire, nous, on va soutenir la gamme complète, on va la refaire, on va faire une refonte complète, on va travailler sur l'ergonomie. Par rapport aux anciennes versions, elle fonctionnait très bien, donc on n'a pas modifié le gameplay. Par contre, on a mis à jour les règles au niveau de la clarté, des exemples, des choses comme ça. Dans Yokohama Duel, on a ajouté quelques cartes. Il y en a une qu'on a ajouté un peu le pointage. Quand on regardait les forums, tout ça, il y avait un petit truc là, à corriger. Donc, si on connaissait déjà l'ancienne version, c'est pas une nouveauté, là, mais c'est une refonte qui est beaucoup plus rapide à installer, à jouer, une meilleure ergonomie de jeu. Ce qui fait en sorte qu'on joue plus rapidement. On passe moins de temps à installer. Il y a une vraie réflexion de Synapse sur la gamme. Tu avais TMG qui avait travaillé essentiellement sur la grosse boîte, en fait. Hein. Ouais. Et effectivement, l'objectif, nous, quand on a représenté Yokohama, c'est d'avoir une réflexion sur la gamme complète. Et Synapse, c'est le premier à nous avoir dit oui, il faut qu'on raisonne les trois, avec un plan sur les trois, qu'on adapte avec le temps sur le marché et compagnie, bien évidemment. Mais en fait, même ça, c'est top, ça. Même la direction artistique, sachant qu'on faisait les trois, et sur une très longue période de temps, parce qu'on peut pas sortir un Yokohama à tous les 6 mois. Ouais. Donc, on travaillait sur la DA, sachant qu'il y avait déjà plusieurs produits de Yokohama qui s'en venaient, donc pour qu'il y ait une espèce de cohésion, puis déjà penser au format de boîte, un après l'autre et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une suite. Les trois, moi j'en vois que deux pour l'instant. Il y a un roll and ride qui existe également. Ah oui. Ça, c'est plus compliqué. Des fois, il y a des questions de timing, mais c'est un roll and ride qui prend énormément de place. Donc, encore d'un point de vue ergonomie, je veux pas avoir ça dans une boîte gigantesque, mais en même temps, j'aimerais éviter que les joueurs aient 3 plateaux à venir. Donc ça, c'est un vrai challenge, mais il faut prendre le temps. Mais vous allez le faire? Ça se travaille. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas non, hein. Mais bon. Mais, exactement. Mais on travaille sur d'autres choses de Yokohama. Donc on n'arrête pas la gamme à partir de maintenant. C'est un jeu qui nous a marqué, nous, hein. Ça a compté, ce jeu-là. J'aime beaucoup la version duel. Je crois que c'est ma préférée, moi, en vrai. Le Yokohama de base est très très chouette, mais comme de toute façon je joue en duel à ce genre de jeu. En fait, c'est ça. Moi, pour le temps que j'ai, j'aime mieux duel. Par contre, l'expérience de la grosse boîte, je trouve qu'elle est très très riche. J'aime beaucoup. Je pense que Rachel en avait parlé. Égrener les ouvriers pour te faire ton chemin, tout ça. Je trouve chaque version a leur propre raison d'être. Oui. Voilà, pour ce Yokohama, c'était l'une des principales sorties. Alors, il y a eu du Rallyman l'année dernière? Il y a eu l'extension de Rallyman, qui est Rallyman Monte Carlo. Mais oui. En fait... Qui vient d'avoir lieu, hein, d'ailleurs, oui. La course de Monte-Carlo, je vous le dis parce que les informations sportives, c'est moi qui vous les donne. En fait, l'auteur, qui est un ancien Jean-Christophe Bouvier, qui est un ancien conducteur de rallye, lui, il suit ça et il nous envoie beaucoup d'actualités sportives. Ah oui, il continue à vous envoyer les infos, là? Ah oui, mais on travaille encore avec Jean-Christophe et tout ça, parce que Rallyman, il y a une très très grosse communauté. Donc, c'est pas fini. Habituellement, quand on prend une gamme, notre but, c'est pas d'aller ce qui est le plus facile ou le plus évident, c'est de pouvoir étoffer ça, parce qu'une fois que t'as commencé le travail et que tu construis une communauté, tout ça, juste de l'abandonner, c'est... Puis on a reçu Jean-Christophe au mois de décembre et il nous a montré certaines choses sur lesquelles il réfléchit. Donc, en fait, là, il a envie de faire tellement de choses. Je vais tester à Cannes. Sur les Rallyman, il est enthousiaste, c'était une chouette venue. Passionné. Vous pouvez retrouver la matinale sur la chaîne. On a eu l'occasion de jouer à son jeu de camion aussi. Et là, forcément, Rallyman, il y a une communauté, il y a de l'actualité. En plus, on a un champion du monde actuellement avec Sylvain Augier qui tente de remporter son 10e championnat du monde de rallye cette année en faisant une course partielle. Il n'a pas gagné le premier. D'habitude, il gagne toujours le Monte Carlo et là, il ne l'a pas gagné cette année. Il est 3e, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça ne va pas être simple de gagner, mais on suit avec beaucoup d'intérêt. Courage, Sylvain, Sébastien. Augier Non, attends, Sébastien. Oui, c'est Sébastien. Ça s'appelle toujours Sébastien, les pilotes de rallye. C'est le principe en France.
Il faut ça requis. Oui, exactement. On a Bruno Catala qui vient de se connecter, qui te passe le bonjour. Bonjour. Karl, on n'a pas encore parlé du prochain Bruno Catala. Il est là. Il est bien là. Rallyman, donc... oui, donc c'était une grosse extension. Tu peux montrer un peu la couverture. On a essayé de vraiment mettre de l'avant ce que ça contenait, parce que, faire un peu un retour en arrière, c'est un jeu Holy Grail à la base, qui avait fait un crowdfunding. Et il y avait beaucoup d'extensions différentes. Différentes voitures, différents terrains, différents pneus et tout ça. Ce qui faisait au final que c'était 6 ou 7 produits. Avec la panoplie de jeux sur le marché, la quantité d'espace tablette et la grosseur des calaxes. Donc, dans cette extension-là, on a combiné 3 extensions et demie. Donc, on a tous les types de terrains, tous les types de pneus, tous les types de voitures. Donc, c'est une très grosse extension de Rallyman hyper complète. Ouais. Et là, il y a le public, en fait, comment ça marche pour un jeu comme ça? Parce qu'on sait très bien que sur un jeu de base, il y a beaucoup de monde qui arrive, mais sur une extension, parfois, tu diminues, tu divises le nombre de personnes qui vont acheter. Oui. Il y a certains jeux que... Il y a le volet collectionneur qui embarque beaucoup, où les gens, justement, de la communauté qui sont vraiment à fond. Donc, beaucoup d'extensions, ça va vendre 10, 15, 20% du jeu de base. Ouais. Dans une gamme comme Rallyman, puis ça arrive dans d'autres cas aussi, on est plus proche du 30 à 35%. Donc, les gens qui aiment Rallyman en veulent plus. Ils veulent différentes stratégies, ils veulent pousser et tout ça. Donc, on est vraiment dans... C'est pour ça que juste laisser tomber un produit quand il y a une communauté comme ça qui est hyper fan et tout ça, ça vaut la peine de continuer à la faire vivre. Voilà pour ce Rallyman Monte Carlo qui est sorti l'année dernière. Il y a un dernier jeu qui est sorti l'année dernière, c'est le Postcard. Postcard, oui. Qui est un héritage. C'est un jeu qui a eu le droit à un financement participatif à un moment, si je me souviens bien, qui faisait partie un peu de la galaxie Holy Grail Game à l'époque, et qui s'est retrouvé un peu, parce que Holy Grail ça s'est arrêté, qui s'est retrouvé. Alors je crois que c'était même pas Holy Grail qui était siglé sur ce jeu-là. Il y avait un autre nom de maison d'édition. Oui, c'est la maison d'édition Fenrir. En fait, Fenrir, c'est ça. Ce qu'ils veulent, le studio, c'est ils adorent développer des jeux et tout ça. Donc, et nous, on les connaissait déjà. Donc, on a dit parfait. Nous, on va pouvoir commercialiser, le rendre en boutique et tout ça. Par contre, eux, ils ont besoin d'un petit peu plus de financement. Donc, ils voulaient faire le socio-financement de Postcard. Mais on a travaillé le projet ensemble dès le début, sachant la structure. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien pour le marché boutique? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour le crowdfunding? Pour éviter qu'il y ait des surprises ou que ça arrive souvent que le prix ou le produit fonctionne pas bien parce que les structures, on comprend pas bien les rôles de chaque intervenant. Donc, ça a été une collaboration dès le début de c'est quoi l'objectif à atteindre, qui on veut toucher, la direction artistique, le prix, la grosseur de boîte et tout ça. Donc, on a vraiment travaillé, même la longueur du jeu, tu sais combien de temps on va jouer. Donc, on a travaillé pendant peut-être 1 an et demi là, conjointement avant de commencer à montrer le jeu au public. Là. Donc celui-ci très très impressionnant, je ne sais pas si j'ai mis des Il va être à Cannes d'ailleurs, on va le présenter à Cannes, ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, parce que surtout il est sorti, donc c'était quoi, septembre, quelque chose comme ça? Lui, il est sorti fin octobre. Fin octobre. Oui, à Essen, en fait, c'est notre sortie à Essen. Oui, donc voilà, ça compte, il y a pas mal de personnes qui l'ont vu sur le salon d'Essen, peut-être, mais quand même, ça reste un jeu qui est impressionnant pour son matériel, qui correspond particulièrement au marché français, par la carte qui est présente sur le... Oui, c'est la carte de la France. Oui, mais surtout le matos, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des tonnes de cartes postales représentant les différents lieux de la France, et alors, ça donne le tournis, on se demande comment c'est possible de développer un jeu comme ça. Là, j'imagine que c'était un choix aussi de l'éditeur d'origine, Fenrir, de mettre le paquet en termes d'illustration, mais ça quand on voit ça, on se dit que ça n'a aucun sens. Comment c'est possible de mettre un tel budget d'illustration? C'est ça, il faut le travailler dès le début. Puis, en fait, même les cartes postales sont de grandeur réelle. Donc, on voulait, comme tout tourne autour des cartes postales, de respecter le plus possible la thématique, même au niveau du matériel, des grandeurs et tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on va se promener dans diverses régions de la France. Après ça, on va récolter des cartes postales, les lieux qu'on va visiter. Après ça, on va pouvoir faire des petits effets combos. On veut mettre des thèmes sur notre carte postale pour ensuite les expédier. Et quand un joueur a fait 4 cartes postales,
ça déclenche la fin de la partie. C'est de trouver un moment, on le voit bien dans la vidéo qu'on a faite, ces différentes cartes, parce que je sais pas s'ils les ai filmées vraiment en les mettant en exergue particulièrement, mais c'est très impressionnant, le matos. C'est ça, tu parlais de justement des illustrations et tout ça. En fait, on voulait que ça soit un jeu agréable pour les yeux. On veut toujours ça, mais là, ça faisait partie de... Parce qu'on joue, c'est très relax. Donc, on voulait une espèce de moment de détente. Oui, il y a de la stratégie et tout ça, mais il n'y a pas trop de tension et tout ça. C'est très, très agréable. Non, on veut prendre le temps de, justement, voyager. Donc, ça faisait partie de toute la thématique de voyager à vélo et tout ça. Donc, on voulait vraiment prendre le temps que les gens apprécient le visuel. Ça faisait partie de l'expérience ludique qu'on voulait recréer. De dire, moi je visitais ce lieu-là, moi j'ai visité. Ouais, en fait, on avait un collègue qui venait de Lille et lui, peu importe la stratégie, dès qu'il y avait une carte, il disait ça c'est ma région, ça c'est ma région. Bon, après, c'est un bon coup. S'il prend que les cartes du Nord, il peut toutes les envoyer depuis la bonne région. Exact. Et on a réalisé, parce que en fait, on a choisi la carte de la France parce que c'est le pays qui a le plus de tourisme annuel. Et donc, même nous, en étant non-français, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, ça me rappelle tel truc. » Donc, on est allé jouer dans les souvenirs des gens ou des destinations qu'ils connaissaient, le Montmartre ou des destinations comme ça, qui font rêver, mais hyper connues. Alors, Johan a reprogrammé notre outil de vote, donc on va essayer de lancer des votes sur les jeux dont on parle. Je vais essayer de vous rajouter. Je dis j'essaye parce qu'on est en phase de test, forcément, il faut se réapproprier l'outil. Tout a changé pour nous au niveau de l'administration et au niveau de vous, pour l'interface, mais vous allez pouvoir vous connecter sur le site umdj.fr qui est indiqué en bas à gauche de votre écran. Vous vous connectez tout simplement et je ne sais pas comment ça marche au niveau de votre interface, mais vous allez pouvoir donner votre avis sur les différents jeux qu'on propose aujourd'hui. Là, je vais en rajouter un. On va regarder si ça fonctionne. Je vous lance le vote sur Postcards. Il faut donner le lien ici. Quel jeu ? Il faut donner le lien du vote. C'est ça, Johan ? Alors là, tu me demandes des choses compliquées. Ouais, je veux bien que tu le fasses. Oui, j'avais pas anticipé ça. Alors, c'est programmé de ce matin. C'est pour ça que ça paraît un peu pas tout savoir, mais les dernières infos sont arrivées ce matin. Et évidemment, tout va arriver après sur l'interface, sur la home du site. Vous aurez les informations juste derrière. Je regarde du coup, parce que Johan va vous le donner. On va faire plusieurs phases de vote, parce qu'on va voter pour les jeux Synapse, enfin ceux qu'on vous présente dans cette matinale-ci, et après sur les sorties qui arriveront derrière également. Là, on vous a parlé des jeux qui sont sortis l'année dernière, essentiellement. Un petit mot d'ailleurs chez Forgenex, parce que sur Forgenex et sur Instaplay, c'est déjà, on va redéfinir un petit peu ces deux... Oui. Ces deux maisons, ces deux entreprises, tout simplement. C'est pas des maisons d'édition, ni Forgenex ni Instaplay. Forgenex, agence d'auteurs, et Instaplay accompagne les éditeurs dans leur développement à l'international. On parle de localisation de jeux essentiellement, mais on fait aussi de l'accompagnement sur leurs outils de communication, voire de leur communication, parce qu'on s'occupe de Mondou en France et sur la partie anglophone, mais également sur du game design et un peu de sourcing, puisque c'est comme ça qu'on a mis la main sur Dracula Van Helsing, par exemple. Ah oui, ouais, bien sûr, oui, qui a marqué les joueurs. Voilà, et qu'on a accompagné, toujours chez Mondou, les développements des extensions de Veil of Eternity avec Mathieu Rivero. Donc oui, c'est pas très loin de l'édition quand même, du coup, ce sourcing et... En fait, on a quand même fait Tell-Me-More à une époque, justement avec Karl, où on avait créé une marque avec Instaplay, mais nous, notre objectif premier, c'est surtout d'accompagner nos éditeurs. Et donc effectivement, on a, que ce soit avec Isa, moi, maintenant avec l'équipe qu'on a aussi élargie, comme avec Marco Cervonnet, on a quand même des compétences qu'on a acquis sur l'édition précédemment, au travers d'Ankama, au travers de Mythique pour Marco, et moi, au travers de pas mal de projets, et qu'on met au service de nos éditeurs. Donc effectivement, l'objectif, c'est quand ils sont bloqués, on puisse débloquer ça, et pour s'assurer que les jeux sortent en temps et en heure, et le mieux possible. Parce que de toute façon, mieux les jeux seront, selon nous, plus facilement on arrivera à les vendre, et ça sera bien pour tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment l'objectif d'Instaplay de faire cet accompagnement au mieux possible pour nos éditeurs.
Donc voilà, 2 dimensions qui sont en fait complémentaires, mais s'il y a 2 boîtes, c'est aussi parce que c'est pas forcément les mêmes personnes dans chacune d'entre elles. Oui, surtout l'idée aussi, c'était bien séparer la partie agence d'auteur de la partie, on va dire, accompagnement éditeur, pour pas trop mélanger. La partie agence d'auteur ForgeNext, il y a vraiment, on est 4 au sein de la structure et c'est vraiment s'occuper de nos auteurs. C'est vraiment indépendamment de l'éditeur. Et en plus, quand j'ai rencontré Isa, ça a permis justement de sortir certains services qu'on faisait chez ForgeNext qui pouvaient créer du trouble au niveau de la communication, de le mettre chez Instaplay. Et chez Instaplay, c'est surtout Isabelle qu'on va mettre en avant et compagnie. Moi, je reste plus dans le background et où je suis très bien. On te voit. C'est des métiers essentiels. Je déborde un peu, ça. C'est des métiers essentiels, puis ça compte en fait. Et souvent, quand on reçoit les éditeurs et les auteurs au chalet, évidemment, la question de la localisation des jeux à l'étranger, le travail pour les placer, mais également le travail pour en trouver des jeux qui viennent d'ailleurs pour les éditer. Ces fonctions-là, tu les occupes, tu permets à certains jeux d'exister, l'accompagnement des auteurs, tous ces aspects-là sont absolument essentiels et passionnants en soi. On les connaît moins bien, donc moi, je suis toujours content de te recevoir au chalet. C'est ça, c'est dans le domaine ludique, comme dans le cinéma ou plein d'autres. Ouais. Il y a énormément de travail qui est dans l'ombre. Ouais. Que les gens n'ont aucune idée que ça existe. Exemple, ForgeNext. Ça fait très longtemps que ForgeNext existe, mais c'est quand même atypique. Mais puis comme Gaëtan disait, c'est pas lui qui est en face des caméras. Il y a un travail d'accompagnement, de faire des liens, parce que c'est pas tous les auteurs qui sont capables d'aller à Nuremberg, qui ont le réseautage et tout ça. Puis chaque personne ou structure a sa propre nécessité au bon fonctionnement là, tout à fait. Donc il y a beaucoup de travail dans l'ombre dans le domaine du jeu. Alors, on a des questions. Pardon, Dolmor, je n'ai pas repris toutes tes questions. Il y avait une question notamment sur le fait... Est-ce que c'est vous qui gérez BGA et Rallyman ? Oui, BGA et Rallyman, oui. Donc sur BGA, est-ce que vous réimplantez d'autres choses ? C'était la question de Dolmor. D'autres cartes sont prévues ? On est en discussion avec les développeurs pour bien comprendre comment les intégrer sans créer de bugs avec la version présente. Ouais. Déjà, de base, on avait retravaillé beaucoup la version de Dirt. Et là, avec l'extension Monte Carlo qui est là, ils savaient qu'on était pour vouloir l'intégrer. C'est comment bien le faire, parce qu'il y a énormément d'éléments dedans qui viennent changer beaucoup au niveau de la programmation. Et l'autre question, c'est pour ForgeNext cette fois-ci, est-ce que vous vous occupez aussi des illustrateurs ? Est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Ça me rappelle les discussions qu'on a déjà eues ensemble et des discussions que j'ai eues il n'y a pas longtemps. Non, on s'en occupe pas. C'est un peu deux métiers différents, des attentes et autres. Ouais. Mais il y aura un agent d'illustrateur à Cannes. Ah ouais ? Ouais, parce que je l'ai rencontré à Nuremberg. On a pas mal discuté avec. C'est une Française qui travaille pour une boîte anglaise, je crois. C'est celui que je t'ai passé dans le camion. Ouais, il y a du monde qui existe et, pour le faire. Et ça intéresse pas mal de monde. J'ai eu d'autres gens qui sont assez connus il n'y a pas longtemps qui me posaient la même question. Sincèrement, même si j'en connais beaucoup et on a entre guillemets le réseau pour faire ça, c'est quand même deux métiers très différents. Mais il y a des sociétés qui existent ça. Et ça existe beaucoup dans le domaine du livre. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un agent, moi, en tant qu'illustrateur. Parce que vu que je touche dans plein de domaines différents, quand même, parfois je me dis, mais j'en ai pas besoin. Je manque pas de travail, donc j'ai pas besoin de trouver du boulot en plus. Donc, pas vraiment des nécessités d'avoir un agent, et en même temps il y a ce confort d'avoir quelqu'un, parce que c'est ça aussi, agent, on se rend pas trop compte, c'est quelqu'un aussi qui est là en cas de problème, en cas de besoin de discussion, tout ça c'est important, c'est pas que pour trouver du boulot, c'est aussi un contact, voire même négocier les prix. Et moi je sais pas faire ça. Tu vois, c'est justement ça aussi qui fait que je vais pas m'y mouiller, parce que justement la négociation de prix ou quoi que ce soit, c'est pas anodin. Il faut avoir quand même une certaine connaissance. Tu vois, je pense que les directeurs artistiques, ceux qui ont des notions de direction artistique, seraient des très bons agents d'illustrateurs, parce qu'ils connaissent ces cadres-là. Et c'est vraiment important en fait. Et effectivement, un agent, c'est là aussi pour faire le tampon. Oui. On a la tête à claque. Tu veux faire ça, toi, Rachel, après ? Tu seras agente ? Non. Ça te fait pas ? Tête à claque ? T'as de l'air convaincu.
c'est des dimensions. Ouais, voilà, c'est passionnant. On revient sur l'outil de vote dont Jerry Owen nous dit j'ai mis des liens sur là parce que la page d'accueil d'un monde de jeu, c'est en train d'être rénové. Il a complètement renouvelé le site, donc il n'y a pas de page d'accueil pour l'instant sur mdj.fr, mais il vient de rajouter quand même les 2 petits liens pour les votes qu'on va faire aujourd'hui. Donc Synapse Game d'abord, on l'appelle Synapse Game, on va pas remettre que des jeux Synapse Game, et puis les sorties après pour la deuxième partie de cette émission. Et puis vous voyez qu'il y a plein de choses qui vont se rajouter sur l'appli. Donc si vous connectez, si vous cliquez sur Synapse Game, tout de suite vous pouvez voter. Vous pouvez nous dire Postcard, j'en ai entendu parler, j'attends avec beaucoup d'impatience, j'ai envie d'y jouer énormément, ou c'est nul. Ou vous êtes mitigé, vous choisissez, vous faites votre vote exactement comme vous le souhaitez, et vous pouvez, c'est la petite nouveauté rajoutée, si par exemple moi c'est le cas, il est dans mes favoris, si j'ai déjà joué, moi j'ai joué, voilà. Est-ce que je possède le jeu ? Oui, je possède le jeu. Est-ce qu'il est dans mes favoris ? Moi non, je vais réserver mes favoris à très peu de jeux, donc je ne vais pas les cliquer sur Postcard par exemple. Par contre, je vais les cliquer sur Yokohama Duel, parce que ça correspond davantage à mon type de jeu. C'est pas un jugement, ce que je suis en train de vous faire ce matin en matinale, mais c'est important que vous donniez vraiment vos informations, ceux qui vous correspondent réellement, parce que derrière, ça nous permet de vous transmettre à vous aussi des petites données statistiques qui sont passionnantes. Voilà, merci à tous ceux qui participent à ces sondages et qui nous permettent d'enrichir cette émission. Vous la construisez avec nous. Il y a Johan dans le chat qui dit que les favoris, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais c'est plus pour pouvoir retrouver facilement les jeux. Si par exemple vous vouliez l'acheter plus tard, vous pouvez le mettre dans vos favoris, quitte à l'enlever de votre wishlist plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'on peut trouver toutes les informations derrière. Voilà pour cet outil qui s'enrichit en permanence et qui va s'enrichir énormément dans les semaines qui viennent. S'enrichir comme ça ? Non, pas comme ça, mais qui va s'enrichir parce qu'avec cette nouvelle interface, ça nous permet beaucoup plus de choses. On continue à parler cette fois-ci des jeux qui vont arriver, et là on va aborder aussi ceux que vous avez accompagnés chez Forge Next, les jeux qui vont arriver en 2026 et pas en 2025 comme je l'ai marqué en bas de l'écran. Je vous ai dit, ce menu-là, je l'ai mis, mais bon, il faudrait que je le corrige pour la rediffusion. Il y a quelques jeux qui sont annoncés chez Synapse, et donc toi tu as placé, Gaëtan, des auteurs chez Synapse aussi ? Un peu. Non, mais c'est vrai qu'on s'entend super bien, moi, avec Karl, je pense que ça se voit, mais oui, c'est naturellement. Et puis nous, on a aussi une manière de travailler qui fait que quand un auteur a déjà signé chez des éditeurs, c'est assez naturel qu'on présente ses jeux chez ces éditeurs-là. Si ça s'est bien passé. En plus, si c'est bien passé. Si c'est moins bien passé, on va faire les choses de telle manière à ce qu'on va faire les choses un peu plus arrondies. Mais c'est important. Par exemple, tu vois, Isashi, naturellement, on va présenter ses jeux à cocktail. Donc c'est l'auteur de Yokohama, Isashi Hayashi. Et de Bomb Busters. Et de Bomb Busters. Donc lui, il est chez Forge Next. Il est chez Forge Next. Il est arrivé chez Forge Next juste après Bomb Busters. Ah, zut. Oui, mais tant mieux pour lui. Enfin, en tout cas, ils ont fait un super boulot, Cocktail et Isashi sur ce énorme succès. Et de toute manière, on en bénéficie aussi. Je veux dire, l'image de Isashi actuelle, depuis un an, on l'a pu le voir à Essen. C'est juste de la folie pure. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que quand on a déjà un auteur qui a déjà travaillé avec des éditeurs, on va le faire, et c'est comme ça qu'on a signé de nouveaux jeux avec Karl, et ça je vais laisser Karl en parler. Il y en a Fred Vionia qui nous dit un agent c'est aussi pour te pousser à faire mieux, et wink wink qui marque clin d'œil. Fred est ton agence. Fred, je me ménage pas. Fred c'est parmi un des plus anciens qu'on a eu en agence, je crois que ça doit faire une dizaine d'années. Ouais. Quand il a gagné son As d'or avec Maître Renard, Maître Renard, mais ça il n'était pas en agence sur celui-là. Je lui avais bien dit que j'aurais dû être en agence. Mais non, il a fait un super boulot sur celui-là. C'était cool. Je me souviens encore de quand il a remis c'était 2014 ou 2015 qu'il a gagné l'As d'or. Oula moi, j'ai révisé 2012, c'est déjà pas mal. Tu vois. Non, c'était top. Donc il est toujours en agence chez vous. Sur certains jeux, ouais. On travaille encore régulièrement avec lui, oui. Ok, et si des auteurs passent par là et se disent moi j'aimerais bien avoir un agent, c'est possible, ils peuvent te contacter ou c'est compliqué ? Qui contacte ? Alors c'est vrai qu'en ce moment on n'est pas hyper réactif parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, surtout Karl, entre Nuremberg et Cannes. En fait, on fait que voyager, on travaille et parler. Mais ouais, c'est un peu chaud. Mais on a un stand à Cannes, juste à côté de celui de Instaplémando et de justement Synapse, 1807 si j'ai bonne mémoire, ou 1809. Alors 1807 ça doit être celui de Mandou, 1809 ça doit être le nôtre. Le tien tu t'en souviens même pas. D'accord. C'est dans le même coin, c'est le même endroit que l'année dernière. C'est ça, exactement. Ils peuvent venir nous voir. Et la personne qui cherchait le contact pour l'illustratrice, enfin l'agent d'illustrateur, c'est la Cannes qui passe nous voir également.
Et je pense qu'on aura le contact, là je l'ai pas en tête. Ok, très très bien. Donc on va reparler des jeux qui arrivent en 2026. Et donc commençons par ce que vous faites ensemble. Là, Ce qu'on fait ensemble. On fait dans le désordre du coup. On fait dans le désordre. Ouais. Donc c'est pas la première sortie de l'année. C'est pas la première sortie, mais comme on en a parlé, comme c'est un jeu qui est en agence Forge Next. Je sais pas, je vais te laisser placer. On va mettre là. Circadia, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de Hisashi Hayashi. Ah, bah, comme par hasard. De base, j'adore les jeux de cartes. Donc, je suis très content d'avoir travaillé sur ça. C'est un jeu où, justement, on va pouvoir voir. C'est là où je suis attentif, parce que moi, je connais le Toi, jeu, tu connais le jeu. mais je sais qu'il est très difficile à pitcher, donc je t'observe. C'est compliqué parce que c'est un jeu qui est malin, qui est original. Oui. Il va falloir se faire des collections de cartes et les dépenser pour marquer des points de victoire le plus rapidement possible. Donc retenez juste ça. Mais comment on va faire nos collections de cartes, comment on va les jouer, c'est à la fois pas complexe, mais pas facile à résumer en une phrase. Exactement. En une phrase, oui. En fait, à notre tour, on va jouer le nombre de cartes qu'on veut tant qu'elles sont de même valeur. Peu importe la couleur, mais les différentes couleurs doivent être dans différentes colonnes. La twist, c'est si on joue une carte de valeur 2, ou même si on joue 5 cartes de valeur 2, on va piocher uniquement 2 cartes de la rivière. Ouais. Donc notre main se refait moins vite que si on joue un 5. Par contre, pour jouer dans une colonne, il faut aller en nombre égal ou ascendant. Donc si on monte trop vite, on va éventuellement trouver ça plus difficile. Et le but de faire ces colonnes, c'est d'aller chercher ces cartes objectifs là ici, comme ici ça va nous prendre 3 cartes couleur verte pour venir la ramasser, qui nous donne des points de victoire. Et on voit ici, il y a des cartes foncées, des cartes claires, c'est pour faire la référence au jour-nuit. Donc, la première carte qu'on récupère donne le ton pour la suivante, il va falloir toujours aller en alternance. En fait, tout le jeu est basé sur on cycle sa main, on cycle ses colonnes, on cycle ses cartes objectifs. Le but, c'est d'être le plus efficace possible. Beaucoup de petites contraintes, des contraintes faciles, mais des contraintes qui nous orientent stratégiquement. Et c'est aussi, moi, j'aime bien ça, en fait, avoir des contraintes avec lesquelles il va falloir que je me débrouille. Oui. J'étais bloqué hier quand j'ai joué pendant un mois parce que j'avais pas tout anticipé comme il fallait. Et ça vous guide pendant la partie. Dans les jeux de société, il y a souvent le début, le démarrage du jeu dans lequel on a un peu d'émotion de mise en place. On a la fin où on arrive sur... c'est souvent là qu'il y a le paroxysme du jeu. Mais surtout que là, il y a un peu à la Splendor, un objectif à atteindre, un nombre de points à obtenir, donc ça crée une tension. Mais le milieu, des fois, on s'ennuie un peu. Là, c'est pas le cas parce qu'on a des contraintes permanentes qui font qu'on sera toujours attentif à ce qui va se passer. Le marché change aussi. Par exemple, si je prends cette carte-là et que tu visais pour cette carte-là, et là qu'il reste presque plus de cartes nuit, il va falloir que tu travailles pour pouvoir continuer à avancer. Mais de base, le jeu est très accessible. Que les gens savent placer des cartes dans des colonnes et tout ça, c'est plutôt comment gérer sa main, comment faire suite après ça à sa séquence de jour-nuit qui vient rajouter le petit niveau de plus. Mais le jeu pénalise pas vraiment, il récompense beaucoup, mais il y a plein de petites stratégies assez fines pour pouvoir augmenter le niveau de difficulté. Justement, on parlait de l'élément de course pour la fin de la partie, tu parlais à la Splendor un peu. Moi, j'étais très bien parti, mais je faisais des cartes à très bas pointage. Et là, Gaétan, lui, il s'alignait des grosses colonnes. Puis là, il y avait comme... Je chantais la tension, là. Donc, je pouvais plus... Je comptais quand j'allais atteindre le 15. Et est-ce que 15 était suffisant? Parce que les autres joueurs terminent un dernier tour, ou il fallait que je pousse un petit peu plus pour m'assurer une victoire? Parce qu'en bris d'égalité, Gaétan me battait. Donc, le pointage finit relativement serré. Et c'est très fluide, et c'est le genre de jeu qu'on joue et qu'on discute beaucoup, en fait. On n'a pas de prise de tête, les tours sont très rapides, mais c'est relax, c'est vraiment... C'est smooth. Oui, et c'est un peu ce qui a dirigé la direction artistique. C'est qu'est-ce que Circadia? C'est joli, hein, quand même. Regardez, qu'est-ce que Circadia? C'est des dessins un peu très stylisés, en tout cas. Puis on voulait aller avec un peu les impressions classiques japonaises, parce que l'auteur est japonais, donc on voulait faire un clin d'œil. Mais en même temps, c'est pas un jeu à la Skijo, donc on voulait s'éloigner de ça. Et c'est pas un jeu hyper gamer, donc c'est pour ça que hyper joueur. Donc c'est pour ça qu'on voulait avoir quelque chose de accessible et tout ça, paisible, parce qu'on trouvait que ça représentait bien l'esprit du jeu. Et puis on voit que vous avez prévu la com directement, parce que glisser un axolote de trick-track dedans, là, on sent que vous êtes au fait de...
Je vais encore me faire disputer des gens qui me dans la seconde, il y a quelqu'un qui me dit mais ça existe toujours Trick Track. Oui, pardon. Mais le monde du jeu a un peu changé quand même. Hop, le petit Axolot, il est super chouette. Je me rappellerai de ma première partie parce qu'il dit qu'il fait la brute Gaëtan, mais ma première partie était avec Gaëtan et je l'ai roulé dessus. J'ai ce souvenir-là. C'est pas faux. Vous n'avez pas les notifications, mais je vous ai lancé le vote sur Circadia. Vous pouvez dire si c'est un jeu que vous attendez avec impatience, que vous avez envie de mettre sur votre table ou pas. Et ça, on va avoir ceux qui veulent l'essayer, qui sont à Cannes. On va avoir 2 tables à Cannes en avant-première parce que la sortie est prévue pour juin. Ah oui, donc, c'est pas tout de suite, mais... C'est pas tout de suite, mais il y en a qui vont être chanceux de pouvoir l'essayer. Un bon 4 mois avant la sortie, donc pas de vente, ça vaut la peine. Si vous avez un 30... Non, pas de vente. Donc si vous avez, c'est même pas la boîte finale. Le dos est très, on triche, très blanc, mais c'est que ça nous permet justement de pouvoir faire jouer, tout ça, faire rouler. Oui. Nous, on aura une table complémentaire sur le stand de Forge Next sur Circadia. Il y a un petit truc que je me permets juste d'ajouter sur celui-ci, c'est la réédition de God & Goat qui avait été sortie chez Cool Mini à une époque, mais le jeu a connu une grosse évolution en fait. Ouais. Pour ceux qui pensent retrouver God & Goat, c'est plus le même jeu, même si la mécanique de prise de cartes et de manière de jouer de cartes est identique, tout ce qu'a amené Karl sur la partie jour-nuit et autres n'existait pas dans le jeu d'origine et change énormément l'expérience de jeu et la tension dans le jeu. Et il y a un gros travail. De restrictions aussi. Oui. Avant, on voulait pas pénaliser les joueurs. Donc, on voulait vraiment aller plus dans la récompense, la bienveillance et tout ça, parce que le jeu original avait beaucoup de restrictions pénalisantes, ce qui faisait en sorte qu'à la fin, tu perdais 3 points. Donc, il y a une vraie évolution entre les deux. C'est La mécanique de base reste la même, mais c'est tout ce qui se passe autour qui est très différent. On enchaîne, tu nous as ramené 2 autres jeux. Celui qui sort avant, là, qui va sortir assez vite à Cannes d'ailleurs. Notre vraie sortie Cannes. Le bonbon de Martin. Oui. Ouais, alors Frosted Blooms, j'en ai pas mal parlé sur cette chaîne pour l'instant. On a tourné une vidéo qu'on n'a pas encore diffusée, mais qu'on va diffuser. Il sort là à la fin du mois. Donc, montrer les tuiles aussi. On va avoir l'occasion de vous en reparler. C'est un jeu qui est signé par Bruno Catala et Ludovic Maublanc, des petits jeunes qui débutent dans le monde du jeu. Je crois que c'est leur premier jeu. Ça se sent quand on travaille avec eux que l'expérience. Non, mais ça a été un réel plaisir de travailler avec Bruno et Ludovic. Ouais. Blague à part, ça paraît que c'est des gens d'expérience et qui comprennent l'univers du jeu. C'est les échanges. On pouvait réellement se challenger, tant d'un côté ou de l'autre. Puis après ça, on avait beaucoup de réflexions. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est d'avoir le meilleur jeu. Puis des fois, quand on se challenge, on n'a pas la réponse immédiate. Mais c'est hyper agréable de voir le travail qui se continue d'un côté et de l'autre. J'ai adoré mon expérience d'être avec Bruno et Ludo là-dessus. Même si on était à distance, on faisait des visios, on était sur TTS, on testait chacun de notre côté. Ouais. Ça a très très bien avancé. En fait, c'est un projet que j'ai signé à Cannes, que Bruno m'a montré à Cannes il y a 2 ans. Puis on a même devancé le projet parce que le développement du jeu s'est vraiment très très bien passé. Ah oui, ça a été assez rapidement, ouais. Oui, parce que ça, c'est une envie pour les auteurs. Quand ils signent un jeu, ils ont envie que ça sorte tout de suite, parce qu'ils sortent aussi parfois la période en se disant « Ah, mais c'est le bon moment pour le sortir, dans 4 ans, bof, quoi !» Mais là, tout de suite... Après, moi, perso, un jeu qui on me dit... alors, à part Duck and Cover, qui est l'exception absolue, où là, on a foutu la pression à tout le monde, et que l'éditeur était plus vite que ce qu'on imaginait. Nous, un jeu qui sort en moins de 2 ans, moi, ça me fait peur. Hein. Ah oui, ouais. Mais aussi l'expérience par rapport à du Instaplay ou autre, c'est que, et on en discutait sur d'autres projets avec Karl hier, justement, c'est qu'il faut prendre le temps. C'est-à-dire que dans la discussion qu'on va avoir aussi avec l'éditeur, alors 4 ans pour moi c'est beaucoup trop long parce qu'effectivement tu peux passer à côté, mais en fait après c'est tout bête, mais ton jeu il est fini, il faut le travailler sur le marché, il faut le marketer, il faut que tout le monde soit au courant au niveau du business, c'est-à-dire au niveau des distributeurs qui soient au courant. Pour donner le maximum de chance, il faut quasiment que ton jeu soit fini 1 an avant. Tech Time, ça fait combien de temps qu'il tourne avant sa sortie? C'est pareil pour le jeu de D1. D1, on l'a joué au Gathering of Friends ensemble au mois d'avril de l'année dernière. C'est super important. Et c'est ce que vous avez fait là. J'essaie de recréer quelque chose de possible. Ouais, c'est quelqu'un qui est fort, qui sait faire des trous.
C'est pas facile. Ça, c'est pas bon. Là, je vais me faire chicaner. Bruno, il est là en plus dans la vidéo, donc tu vas te faire tuer là. Je suis stressé. Alors, tu nous fais une petite description de comment le jeu fonctionne. Après, je vous dirai pourquoi moi j'aime particulièrement ce jeu. En fait, on est vraiment dans un jeu de polyomino qui dure 10 manches. Chaque joueur va avoir 10 cartes et ça va nous permettre de compter des points avec les tulipes, notre champ de tulipes qu'on va grandir. Donc à chaque tour, on va poser une nouvelle tuile, ensuite on joue une carte pour compter les points des fleurs et des cours d'eau que ça nous donne. Par contre, c'est pas le seul point où on va faire des pointages. Donc le jeu va nous encourager de faire des trous comme j'ai créé ici parce que on a différentes structures, on a des jardiniers, on a des fermes, on a des moulins à vent. Dépendamment de la grosseur du trou, de la structure qu'on met, ça va nous donner des points supplémentaires. Donc si on fait des trous, forcément on va venir briser des connexions de fleurs qui nous donnent beaucoup de points. Donc on a un choix à faire et aussi on a des objectifs de fin de partie qui viennent nous guider un petit peu aussi dans les objectifs de course. Les objectifs de course, oui, parce qu'il y a réellement une course qui est hyper... Oui, en fait, on les compte en fin de partie. Exemple, je me mets tout le temps à l'envers. Donc, et on les met pas tous. Il y a 21 objectifs dans la boîte, mais en fonction du nombre de joueurs, ça se peut qu'on joue uniquement à 10. Et ça vient nous guider un petit peu de... S'il y a beaucoup d'éléments de structure comme ça, je vais peut-être plus focuser sur une structure, je vais créer des trous. Ou s'il y a uniquement un objectif de ferme, si je m'investis là-dedans, je veux la réaliser vite parce qu'elle sera plus disponible pour les autres. Ouais. Et si jamais il y a 2 objectifs de ferme, ben on ne pourra pas avoir 2 objectifs d'un même type. Donc encore là, on a un choix stratégique. Est-ce que j'ai le temps ou est-ce que j'ai le goût de m'investir pour aller réaliser l'objectif qui est le plus compliqué? Donc, il y a vraiment plusieurs stratégies différentes et d'une partie à l'autre, c'est très très différent aussi parce que justement, les objectifs nous apportent de jouer différemment. Oui, Rachel? Moi, je fais juste une intervention dans le chat. Yoann qui veut être sûr qu'on a notre boîte de Frosted Blooms. Martin qui s'inquiète que Karl reprenne la boîte de Frosted Blooms. J'ai déjà peur avec Bruno. Mais il y a Bruno qui nous a laissé une boîte. Oui. On en a 2. Je l'ai vu à l'entrée, mais c'est une pour moi. Mais je la prêterai. Ouais, j'y tiens beaucoup à ce jeu. Alors, si vous le découvrez, ce jeu, vous allez avoir... C'est un jeu qui est très simple. Donc qui crée aussi de la simplicité et qui, si on le survend, moi je fais toujours gaffe à pas survendre les jeux. Tu sais, quand on les présente, de pas les prescrire à un public pour lequel ils ne sont pas destinés, donc d'avoir une présentation qui est intelligente, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un buzz exagéré sur un jeu et que quand les gens le découvrent, disent en fait les gens se fichent de moi, c'est un petit jeu, enfin qu'est-ce que vous m'embêtez pour des joueurs experts. C'est un jeu qui est très simple avec un marché de tuiles que l'on va prendre un peu à la patchwork, dans ce genre de jeu. On dit patchwork parce qu'on dit plus small world, mais c'est... Ouais. Oui, mais... Il y a eu d'autres jeux. Pendant longtemps, on disait small world pour les jeux dans lesquels tu payes pour aller plus loin. Non, parce que là, c'est pas... Pardon. Hop, je reprends... Reprends depuis le début. Je reprends le fil. C'est pas du tout patchwork, c'est plus small world. Parce que c'est un jeu dans lequel tu payes pour aller chercher la tuile qui est plus loin. On va dire c'est un jeu de rondelle. Un peu. Je comprends pas ce terme. Je refuse qu'on utilise ce terme. Moi, je l'aime bien, parce que c'est québécois, c'est pour ça que tu dis ça. Ça, c'est Pénélope qui utilise sans arrêt le terme jeu de rondelle. Ça veut rien dire Moi, intellectuellement. Moi, je l'aime bien parce qu'il est ambivalent. C'est parce qu'on comprend pas ce que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Jeu de rondelle. Non, mais sérieux. Non, il faut utiliser des termes que les gens comprennent. Donc quand déjà les spécialistes se comprennent pas entre eux, c'est qu'il y a un problème sur le terme. Bon, on prend la tuile devant nous, on paye si on veut aller plus loin. Exactement. Voilà. Donc le système est ultra simple. La lecture des objectifs au début du jeu est ultra simple parce qu'il y a un certain nombre de tuiles qui seront disponibles au début du jeu et qui vont vous orienter un peu. C'est assez simple. Et l'ordre du tour du jeu a beaucoup d'importance. Si vous êtes dernier autour de la table, vous allez peut-être pas choisir vos objectifs aussi librement que si vous êtes premier ou vous avez un peu moins de monnaie, mais ça va être plus simple de vous orienter parce qu'on risque moins de vous griller la priorité sur un objectif. Donc ça, c'est des sensations qu'on connaît déjà, qu'on a déjà beaucoup vues. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas forcément visible à la première partie et qui est très important pour ceux qui découvrent ce genre de jeu, il faut le dire quand même, c'est que
comme vous avez votre carte de main avec vos petits objectifs en main que vous jouez à chaque tour, vous allez pouvoir orienter votre construction, votre petit tableau d'une certaine manière de tuiles, votre paysage magnifique de Hollande que vous posez devant vous. Vous allez pouvoir le construire en essayant d'être intelligent dans cette construction-ci pour préparer des zones qui vont vous rapporter un maximum de points. Et à la première partie, on ne s'en rend pas si bien compte que ça, mais sur les suivantes, ces zones-là, c'est peut-être ce qui va faire la différence. C'est des grandes zones de fleurs, c'est peut-être ce qui va vous amener... Et ce genre d'évolution subtile d'une partie à l'autre, ce genre d'expertise que vous gagnez sur le temps, je ne le trouve pas si souvent dans les jeux opportunistes comme c'est le cas de celui-ci. Le fait de s'améliorer avec le temps et de savoir faire. Même si on ne voit pas exactement ce qu'il faut faire pour gagner quand on commence, on peut évoluer dans le jeu et on y trouve beaucoup de plaisir à avoir composé sa structure qui est pour nous parfaite. Oui, puis en fait, chaque jardin, quand on regarde à la fin, est très différent aussi. Ouais. Au niveau de la structure, la façon qu'on s'est étendu, les bâtiments et tout ça, donc ça donne vraiment un paysage différent. Moi aussi, j'aime bien cette gestion de cartes de main et j'aime bien surprendre à chaque fois, mais je crois qu'on n'a jamais joué ensemble. J'aime bien surprendre en posant celle qui score que les eaux et que fois deux. Voilà, j'ai prévu une grande zone d'eau. Et ce que j'allais dire, c'est on voit qu'on pose des petites tuiles qui sont des polyomino, mais en sensation, c'est pas un jeu de polyomino parce que la concession d'arriver à faire des trous pour pouvoir accueillir ces structures, c'est pas si intuitif et c'est pas si facile. Ouais, donc ça c'est très plaisant. Et en fait, je pense qu'une des façons que j'aime bien utiliser pour le décrire, c'est qu'on retrouve évidemment un jeu ensemble avec des objectifs communs et une course entre les joueurs, mais il y a un petit aspect construction solitaire. Cet aspect devant soi, cette satisfaction à la fin en disant « Ah, j'ai bien réussi ». Bon, alors c'est quoi votre score à vous ? Mais la petite phase de « Ah, j'ai bien réussi mon truc, je suis content aujourd'hui ». Ça, en fait, j'adore. C'est un jeu qui récompense beaucoup. Ouais. C'est impossible rien faire pendant la partie parce qu'à chaque tuile, chaque pose de carte, on va faire quelque chose. Le jeu récompense énormément. Et oui, j'ai déjà joué contre Bruno qui a mis 6 moulins. Mais à part ça, en général, t'es jamais extrêmement loin. Même si t'es pas un expert ou c'est ta première partie, tu réalises quand même un très bon pointage. Là. Une partie, si tu gagnes, tu vas être proche des 200, mais tu peux réaliser 165 à ta première partie. Là. Donc on n'est pas complètement dans le champ de fleurs non plus. Là. On a un dernier jeu à montrer ? On a un dernier jeu. Oh! Mais alors personne n'en a entendu parler, personne n'a vu la couve. En fait, j'attendais ici. Est-ce que c'est pas un scoop? C'est un scoop? Déjà, sur Arcadia, c'était pas mal, mais là on est sur du scoop, hein, parce que là, on n'a même pas le visuel. Ouais, il y a le jeu sur BGG, mais il n'y a pas de visuel. Non, c'est volontaire. Pour vous faire voter, est-ce qu'on a le temps de faire un visuel? Je fais une photo de la couve, donc tu vas repartager. C'est pas la couve forcément définitive. C'est pas la couve forcément définitive. Si vous avez un avis sur la couve, vous pouvez le faire, mais l'éditeur n'en tiendra pas compte. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, j'ai fait une petite photo de la couve pour notre outil aussi, puisque là on l'a pas, on peut vous faire voter pour, mais on n'avait pas encore le visuel. C'est un jeu d'Éric Dubu et Olivier Médison qu'on connaît bien, illustré par Alexandre Bonvalo qu'on connaît bien également, c'est la team Lorraine. on est en Lorraine pour tous ces auteurs. Bonvalo aussi, il vient de Lorraine, je ne me trompe pas. Je me souviens pas. Pour moi, la nourriture revient toujours d'une manière ou d'une autre. La crêpe, la quiche. Mais c'est très agréable de travailler avec Alexandre, très créatif. Il y a des styles très différents aussi. Côté d'illustration, c'est lui justement qui avait fait entre autres l'Empire de César. Il avait travaillé sur des trucs de Rallyman aussi. Donc c'est vraiment des styles très très différents. Et là c'est rigolo cette couve, on a l'impression que c'est fermé, il faut qu'on l'ouvre pour découvrir quelle est la vraie couve. Exactement. En fait c'est comme si les vieux coffrets alchimistes un peu qu'on ouvre ça ici. Donc c'est pour ça qu'il y a des peintures sur les côtés et que là on arrive avec des potions et des trucs comme ça. Donc dans Chimérium... Là, je suis tout et concentré parce que je ne connais pas le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça va être... en fait, on veut récolter des chimères pour les étudier et les mettre dans notre codex. Donc, c'est majoritairement un dé... excusez-moi. C'est majoritairement un jeu de placement de dés, angel bending et majorité. Et là, je vais pouvoir montrer différentes chimères qui sont ici. Fait que chaque chimère est unique, qui ont chacun leurs propres caractéristiques, soit avec de l'eau, des feuilles, après ça, des griffes, des couleurs et tout ça. Des griffes, des ailes, des cerveaux, des yeux. Donc chaque chimère est unique.
Et avec les dés, justement, on voit dans le bas de la carte que quand on va aller les chercher, si on veut activer ces pouvoirs-là, ça va nous prendre un dé bleu ou un dé numéro 5. Et avec les caractéristiques, on va s'en servir pour jouer au niveau des majorités aussi. Si on a étudié plus de chimères avec des ailes, on va pouvoir placer plus de cubes pour les décomptes de majorité, par exemple. Pour aller chercher ces chimères-là, on va utiliser les dés, qui est pour les chiffres, mais on peut aller chercher des artefacts qui vont nous donner des bonus pour l'engine building, à ce moment-là, on va utiliser la couleur. Déjà, quand tu dis engine building, forcément ça c'est l'effet combo. C'est l'effet combo. Il y a des gens qui enlèvent leurs écouteurs dans leurs oreilles qui disent « Oh, attends, il y a 72 cartes différentes ?» 72 cartes différentes il y a du boulot sur les illus. Vous partez pas dans des solutions faciles sur les jeux Synapse. C'est pas simple. Mais en même temps, un peu comme je disais pour Postcard ou même Frosted Bloom, qui a un effet givré sur les cartes et tout ça, on aime on essaye que nos jeux soient agréables à voir, agréables à jouer. Pour moi, ça fait partie de l'expérience ludique. Et ce qui m'a donné le goût de ça, c'est que je connais le fondateur de Libellude. Oui. Et je trouve qu'ils ont apporté l'esthétique du jeu à un autre niveau. Et ça m'inspire beaucoup dans Synapse parce que je trouve que les illustrations, le côté esthétique et tout ça fait partie du plaisir ludique. C'est essentiel. Vous avez un paquet de cartes dans les mains, là, j'ai vu. Choisissez celle que vous préférez, Gaëtan. Je l'ai mise dessus. Gaëtan et Rachel, parce que c'est aussi le plaisir qu'on a dans ce genre de jeu, c'est de vous montrer, de choisir, et puis de dire « Ah, celle-là, j'aime bien. » J'en choisis deux. Elle en choisit deux. Les deux de Rachel. Les deux de Rachel, voilà, elle a choisi ces deux cartes-là, et ça, on a du plaisir, et je pense que c'est pas un jeu pour enfants, mais les enfants qui passent à côté de la table vont avoir envie de les regarder, ces cartes, et de... En fait, on est dans un jeu intermédiaire expert. Ouais. Le travail sur l'eau est magnifique, là. Ouais, c'est chouette, ouais. La transparence sur l'eau est pas si simple à faire, et bien joué. Ah, tu as pas une agence d'illustrateurs? Donc ça va être un jeu qui va sortir fin d'année. 1 à 4 joueurs, environ 45 minutes à 1 heure. Première partie, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a quand même beaucoup d'icônes, il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est... Oui, il y a beaucoup de plastique, là, mais il y a un gros plateau, on a chacun des plateaux de joueurs, il y a des cartes objectifs, des cartes artefacts, il y a beaucoup de dés. C'est ça qu'on appelle des dés? C'est pas les dés finaux. En fait, on va avoir... Là, on se dépêchait pour venir en vert, mais... Faut mettre une licence dessus, faut bloquer le truc parce que ça a l'air... Ben oui, en fait, le brevet, on est en train de l'avoir. On va appeler ça un D6. Oh, c'est pas mal. Pourquoi 6 En fait, il y a 6 faces. On trouvait que c'était intuitif. C'est le premier jeu qui utilisera ce système novateur du D6. Alors on va vous faire voter, mais je ne dois pas avoir de visuel dessus. J'ai pas eu le temps de le bricoler. Je me suis dit, je vais bricoler le visuel. C'était un peu une surprise pour vous aussi. Oui. En fait, je l'ai vu hier, j'aurais pu y penser, mais... Il y a l'affiche, mais elle est sans visuel. J'essaie de rajouter le visuel comme ça, mais est-ce que je vais y arriver? Ouais, mais SRP, tu seras combien en prix public? En prix public, on vise 50 €. Bon, après, faire des trucs en direct, tu parles pas dans ces cas-là, et c'est pas super. Est-ce qu'il y a d'autres jeux dont tu voulais nous parler, toi, Gaëtan, sur 2026? Là, on a ce petit lien avec Circadia d'une manière très détournée. On a, comment ça s'appelle, Discat qui vient de sortir. Ouais, Discat de Bernard Cabarrou. C'est un projet un peu spécifique parce que c'est justement un projet de Bernard Cabarrou. Ouais. Bernard, c'est un artiste un peu protéiforme, on va dire ça comme ça. Il est intervenu sur... Il est musicien, il est auteur de jeux, il vous a aidé sur pas mal de trucs aussi. Il est un peu partout. Justement, il fait de la musique avec Cyril Demeg, l'auteur de Unlock, entre autres. Ouais. Il a plusieurs groupes de musique, enfin c'est un truc de fou. Il nous a accompagnés sur le moodboard de Circadia, justement, c'est lui qui a trouvé un peu le style avec Marie-Hélène, qui est interne, la directrice artistique de Synapse, merci. Je commence à bouffer mes mots. Et effectivement, c'est lui qui a fait toute la direction artistique, toute la com aussi de Forge Next de manière générale. Et c'est son premier jeu édité. Donc c'est un truc un peu spécial pour nous. Puis tu as Pauline de Label Jeu de puis voilà, Pauline, chat. L'excellente Pauline qui l'a récupéré chez Red Cat. Et ça, on est super content. D'autant plus que celle qu'il a récupérée. Donc on attend que le jeu cartonne. Je sais pas si qui chez Néoludis. C'est chez Néoludis, ouais. Ouais. Et il est sorti, je crois que c'était la semaine dernière.
Donc ça c'est ce qui est en train de sortir. On en avait un autre qui devait sortir pour Cannes qui a été postponé, donc pour l'instant on va pas trop en parler, qui a été présenté à Vichy. On sait pas trop ce qui va se passer. On a pas mal de sorties cette année et je ne sais pas sur quoi j'ai le droit de parler. Ben j'en sais rien moi. Mais on a eu pas mal de sorties en fin d'année. Vas-y, c'est nous qui nous ferons discuter de toute façon. Donc oui, bien évidemment. Nos amis L'Asmodée. Mais non, cette année, on a pas mal de sorties sur toute l'année entre Circadia, on a des jeux chez Hasbro. On en avait déjà eu un l'année dernière de Hisashi avec Sweet-Tex qui est passé un peu sous les radars. Ça bouge pas mal et j'ai pas de quoi te dire plus parce que là tu me prends un peu au dépourvu mais j'ai pas tous les titres en tête mais ouais on a pas mal d'activités quoi. Donc normalement on doit en avoir 5 ou 6 qui sortent. Il y a du travail sur Pina Colada Dice mais à voir et à valider. Pina Colada qui continue à très très bien marcher avec Yellow où Adrien Fenouillet fait un super boulot sur le sujet également et là je suis en train de réfléchir à tout ce que je dois. Non, c'est principalement là. C'est vrai qu'en ce moment aussi on a eu pas mal de choses aussi chez Instaplay avec les sorties 25th Century qui a rejoint l'agence milieu de l'année dernière. C'était pas un petit catalogue qui a un peu retourné notre stand Dyson sur le premier jour, avec pas mal de ventes aussi, dont un jeu dont je pense que vous allez parler demain, d'après ce que j'ai compris, qui est une réédition d'un jeu de Rainer. Non, un jeu de traîneau. Ah bon? On parle de ça demain? Non, je crois c'est pas. moi qui en parle dans les jeux d'hiver. Oui, c'est toi qui en parle dans tes jeux d'hiver. Ça, c'est une super réédition. Et il y a eu pas mal de jeux de Rainer Knizia aussi qui sortent chez 25th, pas mal de sorties aussi qui arrivent chez Mondou. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se bouger. BlackRock demain vient de nous parler de la seconde extension de Veil of Eternity aussi. Avec fait par l'excellent Mathieu Rivero. Tout à fait. Et qui fait Cardia et tu vois, on a une extension qui a été sortie, qui a été annoncée la suite de Cardia Cardian à Nuremberg. Il y a du travail qui est fait dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Non, il y a vraiment beaucoup d'activités à l'heure actuelle. Et ça, on est super content. Effectivement, Mathieu, on travaille aussi énormément avec lui. Mathieu Rivero, donc, que vous connaissez bien sur Ludovox, mais qui est auteur de jeux de Cardia notamment, traducteur, tout en fait. C'est un homme orchestre, Mathieu. Il est parfait cet homme. De la traduction, je crois qu'il a commis quelques meurtres quand même. Je ne veux pas dévoiler les secrets. Il échappe à la police pour l'instant. Il a travaillé sur Guilty, il travaille sur des grosses traductions dont je ne peux pas parler parce que c'est pas de chez nous, mais c'est assez impressionnant. Il nous accompagne sur du retravail sur les règles, sur l'écriture de règles. Effectivement, il y a Cardia. Non, c'est un homme incroyable, un homme orchestre. Mathieu Rivero, l'éventreur du Rhône, on l'appelle également. Pour le tapis de Cardia, pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas prévu qu'il sorte de manière, on va dire, officielle en boutique. Même s'il est aussi magnifique. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être travaillées sur les goodies. Et sur Cardia, il y a quand même pas mal de choses à faire aussi. Oui, tu voulais me dire? Oui, je viens juste de voir le nombre de votes pour Frosted Bloom. J'ai oublié de mentionner. C'est notre sortie Cannes. Mais ceux qui veulent des dédicaces de Bruno et Ludovic, ils vont être dans notre kiosque aussi, à Cannes. Donc, si vous voulez passer, c'est la sortie dans quelques semaines. Sortie officielle en boutique le 13 mars. Le 13 mars. Vendredi 13. Oh, c'est une bonne nouvelle. Et pour l'occasion, Bruno et Ludo, ils mettront du phare à paillettes comme l'irisé sur la boîte de Frosted Bloom. Je te laisse communiquer avec eux. Oh, tu sais, vraiment, ils sont capables de tout. Hein. Ils sont assez surprenants. Et plus Bruno que Ludo. Ils sont vraiment incroyables. On va terminer cette émission, cette première partie, parce qu'après on fait les sorties assez rapidement, Rachel, dans une deuxième partie. On va terminer par votre minute culturelle. Est-ce que vous avez réfléchi à quelque chose que vous voulez conseiller à nos abonnés? Attendez, est-ce que tu demandes uniquement ça à Karl? Genre, t'as rien suivi? Rien qu'hier, en discutant... On a parlé de BD? Ouais, t'as toujours plein de choses à partager avec nous. Vas-y, est-ce que tu veux commencer? Alors moi, dans les dernières BD que j'ai achetées, il y a un livre essai qui est pas mal, donc faut que je retrouve le nom. Un quoi? Un livre essai, c'est une Française qui a fait un bouquin qui s'appelle Cyberespace, je crois. D'accord. Qui est sur l'analyse des réseaux sociaux. Non, Cyberpunk. C'est Cyberpunk. Que j'ai fini il y a un mois. Si tu tapes Cyberpunk. Ouais, je vais taper. Hop.
et c'est le premier. De Asma Minadia, que je trouve extrêmement intéressant. Alors ça c'est un peu plus politique et tout, mais c'est sur l'analyse des réseaux sociaux, tout ce qui se passe un peu en Amérique du Nord et tout. Je trouve qu'intellectuellement c'est super intéressant. Ça c'est la dernière lecture que j'ai faite. Après on va le feuilleter. De manière beaucoup plus légère. Et il y a de quoi faire un jeu dessus. De manière beaucoup plus légère, il y avait Ginseng Roots qui est sorti déjà en 2024, qui est top. Qui est juste là derrière toi, Rachel, le gros livre rouge. Justement, on en parlait hier. Qui est juste là. Ouais, celui-là. Et que j'ai pas encore lu, qui est dans ma. Tu sais, c'est ma pile. Tu me demandais où était ma pile de la honte, c'est là à l'étagère. Ça c'est magnifique. Ça c'est pareil, c'est tout ce qui rentre dans les romans graphiques. Ça c'est vraiment tip top. De Craig Thompson, un auteur américain. Ça rentre dans les. Oh, c'est beau. Ah ouais, c'est très spécial dans ce couleur-là et. Pareil, c'est quelqu'un qui raconte sa vie de sa jeunesse où il faisait de la récolte de ginseng aux États-Unis. Et ça, je savais pas du tout que pour moi, le ginseng c'était la Corée, très Asie et compagnie. Et en fait, non. Et les conséquences que ça a eu aussi sur les terres en termes de local et autres, ça c'est très très bon. C'est toujours des romans qui sont très sensibles, des romans graphiques de Craig Thompson. Moi je les prends par principe. Là je l'ai posé, je l'ai pas lu et tu me l'as rappelé. Je me suis dit ah oui je dois l'avoir celui-là. Il a fait un premier roman que j'ai pas lu, roman graphique, sur le fait qu'il arrête à un moment donné toute sa partie. C'est une famille très religieuse qui est un peu classique nord-américaine. C'était pas son premier mais qui a très bien marché. Ouais. Dernier après il y a le dernier Mathieu Bablé qui est très très bon aussi. Ouais. Ça c'est top. C'est vrai, je suis à jour. Et puis toi, Karl, qu'est-ce que tu nous proposes ? Moi, chez nous, on regarde beaucoup de séries et j'ai des ados à la maison, fait que je veux m'intéresser aussi à ce qu'ils écoutent. Et ils m'ont parlé à un moment donné de Alice in Borderland, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas habitué aux séries japonaises. Et j'ai vraiment beaucoup adoré, justement. Il y a des jeux de cartes là-dedans, mais pas que. Il y a le côté psychologique, le côté on vit dans un monde parallèle, si on veut, sans trop savoir pourquoi. Et là, il y a des communautés qui se forment, il y a des jeux. Il y en a que c'est plus au niveau, justement, l'amitié, les relations et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Puis là, il y a trois saisons déjà. J'ai trouvé ça très différent de ce que j'avais déjà vu parce que comme je disais, je connais pas réellement de séries japonaises, j'en consomme pas beaucoup et ça, j'ai trouvé ça très bien fait. Ok, c'est pas... Voilà, c'est que c'est très bon. Moi j'ai regardé que la première saison, mais plus parce que j'ai adoré l'histoire et les rebondissements, mais j'ai moins adhéré au jeu d'acteurs et donc ça m'a un peu sorti. Mais du coup ma fille regarde et ma fille me spoil. C'était les conseils de ce matin. On était ravis de vous accueillir au chalet. Puis c'est vrai que l'occasion se présente pas tout le temps. Ça fait un peu de... Puis tu viens beaucoup, j'ai l'impression quand même en France déjà bien suffisamment. Donc faire un petit saut par le chalet, c'était chouette. Merci de l'invitation. J'étais vraiment enchanté de l'invitation parce que pour moi, justement, de Montréal, ça fait loin. Comme je te disais, je suis un peu intimidé. Oui, on l'a attrapé à ça en disant tu viens. Et des gens sont déjà venus au chalet. N'hésite pas quand tu viens en France parce qu'il faut l'organiser. Quand on vient de loin, dans ces cas-là, il faut mettre une croix sur le chalet, sur le parcours. Et ben voilà, ça vous a peut-être permis de découvrir un petit peu mieux le Synapse Games, les jeux qui arrivent jusqu'à chez nous, parce que c'est des jeux qui comptent, vous le voyez, des auteurs d'ailleurs, pas mal d'auteurs français, je me rends compte, finalement, Hisashi Hayashi, que des francophiles. Yoann nous demande de mettre les résultats des votes. Alors, Yoann, oui. Comment je fais ? Et pendant que tu fais ça, il y a quelqu'un qui fait sur le fait qu'il n'y avait pas le nom des auteurs d'illustrateurs sur la boîte de Cardia, qui fait que ça aurait peut-être privé Cardia d'une sélection à l'As d'Or. C'est probable, mais en fait... par contre, il faut savoir c'est que c'est que sur la version française. D'accord. C'est-à-dire que l'éditeur d'origine, Hansim Gluck, l'avait. Donc c'est lors du passage de la localisation par le distributeur que le nom de l'illustrateur a disparu. Moi, c'est pas une info en monde de jeu. Moi, je sais pas exactement quelles sont les raisons... Sur la boîte d'origine, oui. Je ne sais pas exactement quelles sont les raisons ou pas de la sélection des jeux. Tout ça, je peux pas vous dire. Non, mais ce qui est important, j'avoue que c'est le seul truc. Moi, je n'ai rien à dire sur Cannes de manière générale, mais et je trouve ça normal, il n'y a pas de souci. Les infos sont données. Non, mais je trouve que ça serait chouette
qu'on le dise en fait. Cardia, il n'est pas sélectionné pour ça. Et, après, c'est compliqué parce qu'on rentre dans les détails. Mais... Ce qui est important par rapport à ça, surtout pour moi, en tout cas à l'instant T, un peu importe entre guillemets Cannes, même si c'est vrai que ça, c'est toujours très bien, on a eu plusieurs nommés nous dans l'histoire de Cannes là-dessus, c'est que Hans Ebluck, c'est quand même quelqu'un qui met beaucoup en avant ses auteurs. Et ça depuis longtemps, parce qu'on a déjà eu Magestiel par le passé avec eux. Et là, effectivement, la boîte, le nom de l'illustrateur était à l'arrière, mais ils sont vraiment attentifs à ça. Donc, je critique pas Cannes parce que je me doute bien qu'il y a plein de trucs ça rend complexe en fait. Communiquer sur chaque jeu, après chacun va demander mais pourquoi moi je suis pas sélectionné, donc ça devient difficile de faire des règles. Mais par contre, si l'enjeu est de dire qu'il faut que les illustrateurs soient indiqués sur les boîtes de jeux, ça fait exemple en fait aussi. Oui, mais c'est très bien. Qu'ils font aussi, là, ça c'est pas critiquable, ça il n'y a pas de souci. C'est juste, moi le plus important c'est de dire que quand c'est lui qui a fait son boulot, il l'a bien fait, et c'est quelqu'un qui met vraiment les auteurs et les illustrateurs en avant, et c'est ça le plus important à retenir en fait. Ils l'ont dit, oui, ils ont dit les raisons, mais ils n'ont pas cité des jeux en particulier. Et je pense que peut-être sur Cardia, il faut le dire, peut-être cette année, dire celui-ci n'est pas sélectionné pour ça, parce qu'en vrai, il aurait pu être sélectionné, il y avait peut-être de la place dans la catégorie initiée pour Cardia. Alors, le classement des jeux de ce matin, alors j'ai pas réussi à mettre la vignette, j'ai essayé en cours de matinée de mettre la couverture de Chimerium, je le ferai juste après, mais le numéro 1 pour l'instant, c'est Frosted Bloom. Alors, vraiment, forcément, on en parle, on le met en avant, on vous l'explique, donc ça aide aussi à ce que les jeux soient très attendus. En numéro 2, c'est Chimerium. En numéro 3, c'est Circardia. En numéro 4, Postcards. Et en numéro 5, le Yokohama Duel. Voilà pour vos votes de ce matin. Vous avez les classements. C'est la fin de cette première section de la matinale. On va faire une pause. Je vais mettre le temps d'attente plutôt, Rachel, que la petite coupure intermédiaire, parce que comme ça nous sera le temps de moi changer le menu, prendre quelques minutes en plus, mais on se retrouve juste après pour Restez nos sorties. Avec nous, il n'y en a pas beaucoup des sorties, je serai peps, je vous promets. Il y en a que 50, c'est ça? Je crois qu'il y en a 13 de mémoire, donc ça va aller vite. Ça va aller vite. Allez, on se retrouve juste après. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci. Et puis à demain déjà, pour suivre la suite des Jeux Olympiques d'hiver. Alors on se prépare pour ça. C'est l'essentiel de cette émission. Allez, à tout de suite.